on passe la parole à Sylvie Morin-Lagrange et Karine Bourgeois-Gautron de la RACT. Bonjour. Bonjour. On te laisse la parole, Sylvie. Enfin, on vous laisse la parole. Oui. Alors, la transition est toute trouvée. Hein. On ne l'avait pas préparée en amont. Mais ce que vous venez d'évoquer, hein, cette question autour des conditions de travail, on va justement on va entrer dans cette thématique-là. Donc, ce qu'on vous propose, alors peut-être valider aussi avec Manuel le timing. Manuel, on s'arrête à 15h30. Oui, voilà, c'était 15h30. Ouais. Donc, on part sur 50 minutes. C'est ça, ok. Ça vous va. Et puis ensuite, c'est Monsieur Verdier qui intervient. D'accord. Alors, on va peut-être, bonjour à tous et à toutes, hein, on va peut-être juste se présenter en 2 mots, ma collègue et moi-même. Karine, je te laisse te présenter. Donc bonjour, moi je suis Karine Bourgeois-Gautron, je suis à la RACT depuis 2 mois. Et donc, je vais intervenir certainement de façon assez légère par rapport à la présentation de Sylvie, mais pour autant, je suis avec vous et je suis basée en fait à la RACT de Dijon. Voilà. Voilà, et donc Sylvie Morin-Lagrange, je suis chargée de mission auprès de la RACT Bourgogne-Franche-Comté également. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Vous allez me dire si… Ah oui, par contre, est-ce que vous pouvez m'ouvrir le partage? Oui, de suite. Manuel et Florian. Est-ce que vous nous voyez bien? Oui. Pas en trop gros plan? Pas trop, voilà, c'est ça. C'était ma question. Normalement, c'est bon, Sylvie. Alors, je tente et vous me dites. C'est bon. Est-ce que vous voyez en plein écran ou est-ce qu'on fait plutôt comme ça? Voilà, là, c'est en plein écran, oui. C'est bien. Ok, très bien. Alors, ce qu'on vous propose, nous, là, sur ce petit temps d'information communication, alors déjà, on est désolé, hein, on devait être présente sur place, mais un imprévu nous a pas permis de vous rejoindre du côté de la Nièvre. Donc voilà, je m'en excuse. Ce qu'on vous propose là pendant ce petit temps, c'est de reposer ensemble ce qu'on appelle les fondamentaux de la qualité de vie au travail, vu du côté de la RACT. Donc, on fera en introduction un petit temps de présentation de qui on est et du coup de quel point de vue on se place. Quand on parle de qualité de vie au travail, finalement, de quoi on parle, sur quoi on peut agir. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous transmettre quelques éléments aussi en termes d'outils, de méthodos ou de contacts, hein, si vous êtes intéressé pour aller un peu plus loin sur le sujet. Voilà, alors peut-être en commençant sur qui nous sommes, donc la RACT Bourgogne-Franche-Comté. Alors je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent, peu ou prou. Pas trop? Alors en fait, pas trop. Alors en fait, on est une association régionale, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. En Bourgogne-Franche-Comté, on fait en fait partie d'un réseau national, l'ANACT, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et les ARACT. Nous sommes 16 dans les différentes régions de France, dans les DOM-TOM, au niveau régional. Donc nous, notre but, on est une association paritaire. Notre but, c'est vraiment d'intervenir sur l'amélioration des conditions de travail des salariés, ou agents, tout en ne perdant pas de vue les questions, vous en parliez tout à l'heure, hein, de performance, d'efficacité des structures, hein, des entreprises. Donc, on dit de nous qu'on est à égale distance, à équidistance entre les directions et les salariés ou leurs représentants, hein, dans une logique d'amélioration des conditions de travail, de qualité de vie au travail, justement, et d'accompagnement aussi, hein, des mutations autour du travail. Il y en avait déjà beaucoup avant la crise sanitaire. La crise sanitaire a encore un peu plus accéléré tout ça. Nous, on intervient principalement à destination des TPE-PME de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, nos financements, c'est des financements État, Conseil régional, ANACT, FSE ou sur projet encore. On est en fait 13 en Bourgogne-Franche-Comté sur 2 sites. Hein. Karine évoquait tout à l'heure le site de Dijon. On a également un site à Besançon. On intervient dans tous les secteurs d'activité,
divers et variés. Et puis, nos actions, c'est vraiment de l'intervention en structure, de l'ingénierie de projet, et puis vraiment de la valorisation, de la diffusion de pratiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire, de pratiques innovantes. Et le tout vraiment régi par nos règles d'action. Nos règles d'action, c'est vraiment de passer par ce qu'on appelle l'analyse du travail. L'analyse du travail, c'est-à-dire aller regarder la vraie vie au travail, entre guillemets, comment le travail se passe au quotidien, avec les missions qui sont confiées, les objectifs associés, les imprévus qu'on peut rencontrer dans le travail. Enfin, vraiment regarder le travail tel qu'il se passe dans la réalité, ce qu'on appelle le travail réel, à la différence du travail prescrit, qu'on retrouve dans les procédures, mais qui souvent ne reflète pas la réalité de la vie au travail, ou pas complètement en tous les cas. On est vraiment sur une approche aussi globale de l'entreprise, de la structure, une approche qu'on pourrait qualifier de systémique. C'est-à-dire quand on parle de conditions de travail, nous, on n'est pas tant sur les conditions de réalisation physique du travail. On a des partenaires qui travaillent très bien là-dessus, sur le volet physique. Nous, on est plutôt sur finalement tout ce qui va faire qu'on se sent bien ou moins bien dans un travail. Et on verra ensemble que ça intègre tout un tas d'éléments. Et puis, dans nos principes d'action, bien sûr, vous l'avez compris, il y a l'implication de tous les acteurs, direction, encadrement, salariés et leurs représentants, bien entendu. Voilà, on peut intervenir sur des thématiques de compétences, de mutation, de dialogue social, de qualité de vie au travail, on va justement en parler, de RSE, de culture de prévention des risques, de maintien en emploi, de prévention de l'usure professionnelle, et puis d'égalité ou encore d'innovation sociale. Simplement pour vous donner à voir des exemples de projets, il y en a plein d'autres, mais Rallinov, qui existe depuis de nombreuses années, l'idée c'est de valoriser les pratiques socialement innovantes qui peuvent exister en Bourgogne-Franche-Comté, dans de nombreux secteurs d'activité. On va fêter bientôt les 10 ans de Rallinov, le 9 juin prochain, avec une manifestation en ce sens-là, et un site internet, on vous a mis le lien si ça vous intéresse. Un projet qui a été mené dans le cadre de l'accord cadre, l'ADEC, acteur du domicile, qui s'appelle toujours Adomiprev, prévenir les risques professionnels des acteurs du domicile, où vous pouvez trouver pas mal de ressources autour de la prévention des risques. Et puis un autre exemple de projet, DevAfest, projet qui vise à développer des actions de formation en situation de travail. Voilà, pour vous présenter rapidement qui nous sommes et finalement de quel point de vue on va vous parler de qualité de vie au travail là aujourd'hui. Alors justement, ce qu'on vous propose, alors nous ça va être la méthode vraiment ancienne. On va vous proposer un petit quiz pour commencer, mais pas besoin de vos téléphones, pas besoin de scanner ou quoi aux caisses. On va vraiment être sur la méthode ancestrale. Ce qu'on vous propose, c'est de vous poser quelques questions et puis d'aller plutôt sur un système à main levée. Plutôt, si vous pensez que la réponse est plutôt oui, vous levez la main. Si vous pensez que c'est plutôt non, vous levez la main. C'est la méthode simpliste, voilà, mais qu'on a trouvé par rapport à la visio. Ça irait pour vous? Oui. Alors, première question. La qualité de vie au travail, c'est surtout fait pour les grosses entreprises. Alors, est-ce que vous diriez plutôt oui ou plutôt non? Nous allons lancer la session des plutôt oui. On vous laisse lever la main si pour vous c'est plutôt oui. Alors, je vous avoue que je vous vois en tout petit. A priori, il y a peu de pour le moment, Sylvie. D'accord. Alors, la qualité de vie au travail, c'est surtout fait pour les grosses entreprises. Plutôt oui. On n'a pas trop de mains levées. Plutôt non? Ah, d'accord. Donc, vous êtes une majorité de plutôt non, c'est ça? C'est ça. Manuel, tu confirmes? Eh ben, vous avez raison, plutôt non. Effectivement, la qualité de vie au travail, elle s'adresse à n'importe quel type d'entreprise, de n'importe quel secteur d'activité, bien sûr, mais surtout de n'importe quel effectif dès l'instant où on a au moins un ou une salariée au sein de la structure. Puisqu'on peut effectivement envisager de travailler sur la qualité de vie au travail, même vraiment dans des toutes petites entreprises. Très bien. Alors, on continue. On entend beaucoup parler de qualité de vie au travail ces derniers temps, mais c'est lié à la crise sanitaire.
Alors, est-ce que vous diriez plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord? Sur les plutôt d'accord, on entend beaucoup parler de qualité de vie au travail ces derniers temps, mais c'est lié à la crise sanitaire. Personne ne lève la main pour le moment. D'accord. Enfin, et plutôt pas d'accord? Là, je crois voir des mains qui se lèvent. Hein. Oui, beaucoup de mains se lèvent. Beaucoup de mains se lèvent. Très bien. Effectivement, plutôt pas d'accord, parce qu'effectivement, la qualité de vie au travail, on le verra après, hein, elle existe depuis de nombreuses années. Enfin, le concept, en tous les cas, existe et sa mise en œuvre existe aussi depuis de nombreuses années, et donc bien avant la crise sanitaire. Par contre, ce qu'on peut dire, et ce qui reste vrai, c'est que la crise sanitaire, elle a vraiment mis en avant des questionnements autour du travail, autour des conditions de travail et autour de ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui fait qu'on peut se sentir bien ou moins bien dans un travail à un niveau assez collectif. Donc, elle a mis en évidence certains éléments fondateurs autour du travail et renforcé, du coup, la place de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'effectivement, on en a parlé un peu plus. Il y a eu davantage d'informations, de communication autour de la notion de qualité de vie au travail, ce qui fait qu'on peut avoir l'impression qu'on en a entendu parler en lien avec la crise sanitaire. On continue? Alors, quand on parle de qualité de vie au travail, cela fait surtout penser à la salle de pause, à la salle de sport, aux temps conviviaux organisés en entreprise, ou encore aux plantes vertes qu'on peut retrouver dans les espaces de travail, etc. Plutôt oui pour vous ou plutôt non? Quand on parle de qualité de vie au travail, voilà, salle de pause, salle de sport, plantes vertes, temps conviviaux, est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est plutôt non? C'est plutôt non. Okay. Ah, vous êtes fort. Hein. Donc, effectivement, c'est plutôt non. Ce qu'on évoquait dans le cadre de la question, c'est ce qu'on appelle des éléments périphériques du travail. Alors, c'est des éléments qu'il ne faut pas complètement éliminer, mais par contre, ce ne sont pas des éléments centraux. En matière de qualité de vie au travail, ce qui est vraiment central, c'est vraiment la réalité du travail et le fait de s'intéresser vraiment au travail confié, à l'organisation du travail et à tout ce qu'on retrouve autour. Mais effectivement, les éléments périphériques ne sont pas les points d'ancrage numéro 1. On l'abordera tout à l'heure. Le concept qualité de vie au travail bascule maintenant vers le concept de qualité de vie et des conditions de travail. On va maintenant beaucoup plus parler de QVCT. Et c'est lié à ça, c'est-à-dire que bien souvent, on avait tendance à, enfin, pas du côté du réseau Anactaract, mais il y avait une communication qui était vraiment axée sur qualité de vie au travail en lien avec des éléments périphériques, alors qu'effectivement, quand on parle de qualité de vie au travail, on s'intéresse bien aux conditions de réalisation du travail et aux conditions de travail en tant que telles. La qualité de vie au travail, ça concerne tout le monde au sein de la structure. Plutôt oui ou plutôt non? Alors, plutôt, alors attendez, pardon, je vous ai perdu. Plutôt oui. D'accord, merci. Plutôt non? Bon, le plutôt oui est largement représentatif. Vous avez raison, plutôt oui. C'est vrai que la qualité de vie au travail, elle s'adresse à l'ensemble des salariés, des agents qui travaillent au sein de la structure, quels que soient les postes, les niveaux de responsabilité. C'est justement, c'est ce qui est noté là, ce qui permet une démarche de participation et de co-construction autour du travail. Quand on parle de qualité de vie et des conditions de travail, on peut aussi y intégrer dans la démarche les gouvernances également aussi. On dit que la qualité de vie au travail, elle prend en compte les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et aussi leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci. Donc, il serait contre-productif d'imaginer une démarche de qualité de vie et des conditions de travail qui serait réalisée par 2 ou 3 personnes dans une salle, dans un bureau, etc. et sans y intégrer les salariés qui réalisent le travail sur le terrain au quotidien. Très bien, écoutez, merci pour votre participation à
à ce petit quiz qui donne quelques points d'ancrage pour commencer sur le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, souvent, quand on est en présentiel, on fait aussi une sorte de brainstorming. Et quand on pose la question, derrière qualité de vie au travail, finalement, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce qui ressort? Vous voyez tous ces éléments-là, c'est-à-dire, alors souvent reconnaissance, management, rémunération, collègues, ambiance, respect, autonomie, enfin tout un tas d'éléments qui font appel à ce que chacune pourrait mettre potentiellement derrière qualité de vie au travail. Si on reprend des éléments historiques, puisqu'on est dans les fondamentaux justement de ce concept, si on s'intéresse à d'où il vient, on bascule dans les années 50 et on a Eric Trist du Tavistock Institute, désolé pour mon anglais pas terrible, de Londres, qui lui met en évidence vraiment les limites de ce qu'est le taylorisme, c'est-à-dire un travail qui n'est pas qualifié, qui est monotone, avec du coup des impacts négatifs amenés en termes de productivité, et puis vraiment un sentiment d'aliénation. Lui, il défend l'idée que l'efficacité du travail et au travail, elle est vraiment liée à ce qu'on pourrait appeler la qualité de vie au travail, et que ce lien, du coup, il dépend avant et surtout de l'organisation du travail, des méthodes de production et du collectif de travail. Donc, il est vraiment le premier à lancer cette idée-là, en lien avec les limites du taylorisme. Donc, dans les années 60-70, on a deux courants qui vont émerger. Un premier courant qu'on retrouve côté américain, qui est plutôt attaché au développement des personnes. Ça fait suite aux travaux de Maslow, vous savez, la pyramide de la motivation, de Maslow par exemple, et de McGregor. On est vraiment sur des questions de besoins et de facteurs de motivation du côté des salariés. Et puis, on a un courant plutôt nord-européen qui va être, lui, plus axé sur la dimension collective, autour du travail, et notamment sur des travaux, sur un groupe de travail en Suède qui met plutôt l'accent sur, vous savez, l'organisation des équipes semi-autonomes, sur le fait que les salariés puissent proposer des améliorations autour de l'organisation du travail, et puis sur le fait qu'ils puissent également être consultés ou pouvoir donner leur avis également sur les orientations stratégiques de l'entreprise via leurs représentants ou de manière plus directe. C'est ce qu'on appelle la démocratie industrielle. En France, nous, on a longtemps été axés sur l'expression amélioration des conditions de travail, mais avec un côté plutôt orienté risque professionnel et prévention. Nous, l'ANACT, notre agence nationale, a été créée en 1973 et on a réalisé une première semaine pour la qualité de vie au travail en 2003. Ça existe toujours, on en parlera en conclusion. Mais donc, nous, au sein du réseau ANACT-ARACT, c'est quelque chose qu'on porte depuis très longtemps. Le terme qualité de vie au travail, il émerge dans des accords d'entreprise, puis dans l'ANI de juin 2013, qui propose une définition vraiment systémique et assez opérationnelle, finalement, de la qualité de vie au travail. On la verra juste après. Et dernier élément en date, sur le plan historique, c'est le Code du travail, qui, à compter du 31 mars dernier, remplace l'expression qualité de vie au travail, comme je vous le disais, par l'expression qualité de vie et des conditions de travail, pour vraiment renforcer le côté prise en compte du travail et de ses conditions de réalisation, et beaucoup moins les aspects périphériques. Alors, qu'est-ce que nous dit ce fameux ANI du 19 juin 2013 ? Il nous dit que la qualité de vie au travail, elle désigne et elle regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et puis la performance globale des entreprises. Et il renforce le tout en disant « et d'autant plus quand les organisations se transforment », c'est-à-dire quand les structures doivent faire face à un projet de changement, de mutation, de réorganisation, etc. C'est d'autant plus important de vraiment s'interroger sur des questions de qualité de vie au travail parce que ça va faire bouger le travail. Et que du coup, pour préserver à la fois les conditions de travail et les questions de performance des entreprises, c'est important d'identifier ce que les changements vont faire bouger dans le travail au quotidien des salariés. Du côté de l'ANACT, la définition qu'on retrouve, c'est que la qualité de vie au travail, c'est un processus social concerté
qui permet d'agir sur le travail à des fins de développement aussi bien du côté des personnes que du côté des entreprises. Donc, processus social concerté, ça revient à ce qu'on disait dans le cadre du quiz, c'est-à-dire que quand on met en place une démarche de qualité de vie et des conditions de travail au sein de sa structure, c'est important d'y faire participer les salariés dans leur ensemble ou leurs représentants. Alors, au cœur de la qualité de vie au travail, on retrouve effectivement la capacité des salariés à s'exprimer et à agir sur le travail. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et qui fait complètement partie de l'ANI dont on a parlé avant. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur celui-ci, ça détermine la perception de la qualité de vie au travail. Finalement, en tant que salarié, est-ce que je peux évoquer ce qui peut, d'une part, bien fonctionner dans mon travail, mais aussi ce qui peut poser problème. On parlait de changements d'organisation, de choses de ce type. Et puis, est-ce qu'il y a moyen de réfléchir ensemble à des actions potentielles à mettre en place pour améliorer la qualité de vie au travail. Donc, il y a bien l'idée à la fois d'expression et puis derrière de déterminer ensemble des actions pour tendre vers une meilleure qualité de vie au travail. Donc, ça veut dire que quand on parle de ça, on pose un regard sur le travail bien particulier, on remet le travail au centre des organisations et on reparle du travail dans une double fonction. D'une part, bien sûr, une fonction qui va être une fonction productive ou économique. On va réaliser, par exemple, pour vous, un service. On va accompagner des bénéficiaires, on va pouvoir leur apporter de l'aide à domicile, etc. Dans d'autres secteurs d'activité, on va concourir à la réalisation d'un produit, voilà, en fonction du secteur dans lequel on se trouve et à sa valeur ajoutée. Donc, il y a cette fonction productive ou économique du travail, mais il y a aussi une fonction qui est vraiment une fonction de l'ordre psychosocial, c'est-à-dire que le travail, il permet aussi de trouver une place, d'avoir une identité sociale, une identité professionnelle. Il peut permettre de bénéficier, enfin, en tous les cas, de concourir à une meilleure santé ou à une moins bonne santé, selon ce qui se passe aussi dans le cadre du travail. Et puis, vraiment, à l'utilité sociale, chose qui est très présente, du coup, dans vos secteurs d'activité. À quoi je sers? Quel est mon rôle? Est-ce que je me sens utile pour les uns ou les autres? Donc, parler de qualité de vie et des conditions de travail, ça revêt des enjeux importants pour des structures comme les vôtres. Alors, avec quelques éléments, il y aurait sûrement d'autres éléments à rajouter, mais en tous les cas, si on s'intéresse au niveau social, ça peut permettre d'attirer des salariés, ça peut permettre de les fidéliser aussi dans un environnement instable. Alors, c'est un environnement instable au regard du contexte. On a un contexte qui est émouvant, avec des difficultés de recrutement qui étaient déjà présentes, mais qui sont encore plus présentes. Ça peut permettre de rassurer sur l'avenir de la structure, de donner des perspectives et du sens pour favoriser l'engagement. Ça peut permettre d'améliorer ce qu'on appelle la marque employeur, ou en tous les cas, l'image de marque, entre guillemets, que dont ma structure bénéficie et qui peut me permettre justement peut-être de recruter avec moins de difficultés ou pas. En termes d'enjeux, on retrouve aussi la possibilité de reconstruire ou de consolider des collectifs de travail, du dialogue social et professionnel, et du coup de favoriser la cohésion d'équipe. Alors surtout dans des métiers où on retrouve pas mal d'autonomie, voire d'isolement, la qualité de vie au travail, ça peut permettre de remettre de la communication, de remettre du collectif dans le travail. Au niveau économique, ça peut permettre de pérenniser, de relancer ou de tenir l'activité en s'appuyant sur des compétences adaptées. Je pense notamment à ce qu'on appelle les savoir-faire d'expérience, c'est-à-dire les salariés qui ont des compétences autour du travail au sein de vos structures, autour des différentes situations de travail rencontrées, autour des questions de posture professionnelle, et puis qui sont entre guillemets des perles au sein de la structure, et comment on fait pour justement veiller à la transmission des savoir-faire d'expérience au sein des structures.
Au niveau économique, on retrouve aussi la question de la réponse aux attentes, bien sûr, des clients, des usagers, des bénéficiaires, des résidents, des familles, hein, selon la structure concernée, mais aussi aux attentes des financeurs. Et puis, en termes d'enjeux, on retrouve bien sûr le fait d'assurer des objectifs de qualité de prestations réalisées, d'accompagnement, de soins, hein, et puis de répondre à de nouveaux marchés. On a mis etc. parce qu'il y a d'autres enjeux. Mais en tous les cas, mettre en œuvre une démarche de qualité de vie au travail, ça peut permettre, en tous les cas, de lancer un travail autour d'enjeux de ce type et de pouvoir avancer là-dessus. Alors, intéressons-nous maintenant à la question des déterminants de la qualité de vie au travail. On les retrouve imagés du côté du réseau Anactaract par cette fameuse fleur avec 6 pétales. Les 6 pétales sont les pétales, justement, de la qualité de vie au travail du côté du réseau. Donc, quand on s'intéresse à la qualité de vie au travail, ça veut dire qu'on va s'intéresser notamment à tout ce qui concerne les relations au travail et le climat social. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Plein de choses. Hein. Même chose, c'est pas exhaustif. Hein. On a mis quelques éléments sur le côté pour vous donner des points de repère. On trouve déjà la question des relations au travail. Effectivement, est-ce qu'il y a de la communication, de la transmission d'infos? Est-ce qu'on sait bien qui fait quoi? Est-ce qu'il existe des réunions internes? Et si oui, à quelle fréquence? Et qu'est-ce qu'elles permettent? Hein? Est-ce qu'elles permettent d'être repérées sur le travail ou repérées peut-être sur les orientations de la structure? Quel est le rôle des instances? Est-ce qu'il existe des éléments conviviaux, des lieux de pause? Hein? Là-dessus, on est sur les éléments périphériques, vous voyez, mais ils arrivent plutôt en fin de course sur ce pétale. Deuxième élément important en termes de déterminant, le contenu du travail. Là, ça pose la question de la clarté du travail, de l'autonomie dans le travail, des moyens pour réaliser le travail. Est-ce que, par exemple, quand j'interviens à domicile chez une personne, effectivement, j'ai un aspirateur qui fonctionne bien. Ou est-ce que je suis obligée de m'y reprendre à 10 fois pour qu'enfin il se mette en route ou qu'il ne s'arrête pas en cours de route ou que le sac me pose problème? Enfin voilà, c'est des éléments de ce type, mais en tous les cas, de quels moyens je bénéficie pour réaliser le travail? Est-ce que les consignes sont claires? Alors, ça, c'est un élément important dans le cadre du domicile, hein, et notamment pour des personnes qui seraient amenées à intégrer ces fonctions-là sans être repérées. Effectivement, j'arrive chez quelqu'un, est-ce que je sais ce que j'ai à faire? Et surtout, est-ce que je connais ou est-ce que je peux être repérée sur les habitudes de cette personne, hein? Une personne qui serait, un exemple, hein, une personne âgée qui serait très attachée au fait qu'on puisse ranger certaines de ces choses qu'on va bouger quand on va faire le ménage chez elle, qui puisse bien retrouver ses affaires où elles étaient au préalable pour ne pas être complètement perdues. Voilà. Enfin, c'est un exemple, en tous les cas. Est-ce qu'il y a une clarté des éléments autour, par exemple, de la question des habitudes? Comment se gère l'activité? On parlait tout à l'heure des plannings. Voilà. Est-ce que il y a possibilité? Je sais que dans certaines structures se met en place une organisation un peu effectivement semi-autonome des équipes. Voilà, ça peut être un axe. Comment se répartit la charge de travail? Autre axe qui peut être travaillé dans le cadre de la qualité de vie au travail. Sur le déterminant de la santé au travail cette fois-ci. Par exemple, sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, est-ce que les salariés peuvent y travailler aussi et mettre en évidence ce qui peut poser problème en termes de santé dans le cadre du travail? Est-ce qu'il y a une prise en compte des RPS, des TMS? Est-ce qu'il y a une possibilité d'aménager les lieux, les postes ou d'optimiser les déplacements professionnels? Voilà, on va questionner ce genre d'éléments-là quand on va être sur la santé au travail. Si on continue du côté des compétences et des parcours professionnels, on s'intéresse à la question des parcours d'intégration. Justement, qu'est-ce qui est mis en place pour une personne qui arrive au sein de la structure pour qu'elle soit repérée à la fois sur les questions d'organisation de la structure, qu'est-ce que je dois faire,
Est-ce que je pointe ou pas? Comment je m'organise? Quels sont les papiers que je dois remplir? Mais aussi comment je me positionne vis-à-vis des résidents, des bénéficiaires, des usagers, de leur famille, si je suis questionnée. Quelles missions me sont dédiées et où je m'arrête, par exemple. Est-ce que si l'usager me demande d'intervenir là-dessus et je sais pas, de l'aider au coucher alors que moi, ça fait pas du tout partie de ce qui m'est demandé. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Pourquoi? Enfin voilà, quand on parle de repères, c'est aussi ça. Sur le volet compétences et parcours professionnels, on peut y retrouver bien sûr, et Emmanuel en parlait tout à l'heure, la question de la formation. Comment on accompagne sur le sujet de la formation, sur par exemple certains types de maladies pour mieux connaître par exemple les réactions qui peuvent être celles des bénéficiaires et qui sont pas forcément évidentes, comment se comporter ou en tous les cas comment interpréter un certain nombre de réactions dans le cadre du travail. Et quand on parle de plan de formation par exemple, je vous évoquais un projet autour de l'action de formation en situation de travail. C'est vraiment une action de formation qui se forge sur le travail tel qu'il est réalisé au quotidien, en lien avec la culture d'entreprise. C'est par exemple un axe qui peut être intéressant à travailler en matière de qualité de vie au travail, le développement d'actions de formation en situation de travail. Alors, autre pétale qui concerne l'égalité professionnelle. Alors là, on est sur des questions de conciliation, vie professionnelle, vie personnelle, d'aménagement d'horaire, par exemple, d'usage du numérique et des outils de communication, d'égalité professionnelle femmes-hommes. Alors, vous disiez tout à l'heure, oui, ce serait peut-être pas mal de recruter davantage d'hommes, par exemple, dans le secteur de l'aide au domicile. Des questions de pyramide des âges ou encore de prise en compte du handicap ou de la vulnérabilité sur le plan de la santé de certains salariés ou agents. Et puis enfin, dernier pétale, celui qui concerne l'engagement et le management. Par exemple, là, on va y retrouver les questions de connaissance de la stratégie, du projet de structure, de clarté des rôles, du qui fait quoi au sein de la structure, à qui je dois me référer pour telle ou telle problématique ou telle question, sur la diffusion et le repérage autour des procédures de travail. Est-ce qu'il existe des temps d'échange autour du travail? Alors souvent, c'est pas facile à mettre en place parce qu'on est déjà sur du travail à flux tendu et qu'il faut organiser les plannings et qu'il peut y avoir des absences et que du coup, il faut que les salariés ou agents qui restent en poste puissent pallier à l'absence des autres. Et du coup, voilà, on rentre dans un système où on n'a pas forcément le temps, mais on se rend compte que des temps d'échange autour du travail pour revenir sur des situations rencontrées ou qui ont pu poser problème, ou au contraire des situations qu'on a réussi à gérer, ça peut être vraiment un vrai axe positif en matière de qualité de vie au travail, à la fois pour pouvoir échanger avec d'autres et puis forger un vrai collectif de travail, et puis aussi pour mettre en œuvre ce qu'on appelle l'intelligence collective, c'est-à-dire effectivement face à ce type de situation bien particulière, je suis maintenant repérée et j'ai plus de capacité moi aussi à y faire face parce que mes collègues ont partagé leur manière de faire et leur, je dirais, leur technique pour faire face à la situation. On y retrouve aussi des informations sur les changements. On parlait de qualité de vie au travail, très importante à mettre en place quand il y a des changements qui arrivent. L'information sur les changements. Le fait, par exemple, vous êtes salarié d'une structure, de ne pas apprendre par l'extérieur que votre structure va être en phase de réorganisation ou va être achetée ou vous voyez, c'est des éléments importants. Malheureusement, c'est des choses qu'on entend, nous, des salariés qui nous disent oui, j'ai appris par l'extérieur que ma structure allait être achetée. Voilà, ça c'est par exemple un élément important à prendre en compte quand on parle de qualité de vie au travail. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des réactions peut-être par rapport à tout ça? Parce que du coup, je vous vois loin. Donc, pour les interactions, ce n'est pas forcément l'idéal. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? J'ai le micro pour les personnes qui voudraient intervenir.
Pour le moment, personne ne se lance. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Plutôt pour relancer le débat, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez le sentiment que toutes ces choses-là, c'est des choses assez évidentes pour vous, des choses que vous mettez déjà en place? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous disent, bah, c'est bien gentil, mais le temps, je l'ai pas pour faire ça, les moyens, je les ai pas pour faire ça. Enfin, j'essaye de savoir si c'est des choses qui. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça peut être aussi vécu comme, bah, vous êtes bien gentil, vous êtes de l'autre côté de l'écran, mais concrètement, moi, comment ça se passe dans ma structure? Allez-y, je vous en prie. Comment peut-on parler de qualité de vie au travail lorsque nos salariés sont contraints de passer toutes les demi-heures chez des personnes différentes? Pour moi, ça me choque. Elles ont à peine le temps de se garer, de dire bonjour, d'enfiler leur tenue, de faire rapidement une toilette en 10 minutes. Pour moi, c'est la maltraitance au niveau des salariés et des bénéficiaires. Et ça, on essaye de travailler en effet avec les évaluatrices de l'APA, de la PCH pour leur faire entendre aussi raison. Je sais qu'il y a un nombre d'heures à allouer. Je sais qu'on doit se caler au budget de la personne aidée. Mais très sincèrement, pour moi, ce n'est pas de la qualité de vie au travail de nos salariés. C'est un élément important que vous évoquez et dont on parle beaucoup justement ces derniers temps, qui se renforce, c'est la question du sens au travail et aussi de la question des valeurs professionnelles. C'est-à-dire pourquoi je suis venue dans ce secteur-là, qu'est-ce que j'en attends, qu'est-ce que je peux proposer moi et à quoi je peux contribuer. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est pas simple, effectivement. C'est-à-dire que ce pourquoi on peut être venu dans ce secteur-là, au final, on s'y retrouve pas forcément parce que sur le temps qui nous est dédié, on estime que on peut pas réaliser du bon boulot. Derrière qualité de vie au travail, il y a aussi le fait de se poser autour du qu'est-ce qui fait un bon boulot pour chacun, chacune, dans les différents secteurs d'activité. Dans le secteur de l'aide à domicile, effectivement, on peut supposer que ce qui va faire du bon boulot, ça va être d'avoir le sentiment d'avoir bien pu accompagner la personne. Si par exemple on intervient pour faire le ménage, ça va être aussi d'avoir pris 5 minutes pour discuter avec la personne, lui demander comment elle va, des nouvelles des petits enfants, etc. Enfin, quoi ou qu'est-ce, après c'est propre à chacun, chacune. Mais derrière qualité de vie au travail, il y a vraiment aussi cette question-là de se dire, est-ce que ce que je fais, ça a du sens, hein, et est-ce que je contribue à quelque chose qui correspond à mes valeurs professionnelles? On est tout à fait là-dedans, dans ce que vous décrivez. Peut-être pour compléter, depuis la fenêtre conseil départemental, puisqu'on est aussi financeurs, principaux financeurs, la direction de l'autonomie est vraiment consciente des difficultés que rencontrent les services à domicile. On était à la manœuvre, on l'a redit, sur la question de la 43 pour la mettre en place le plus vite possible, dans les conditions les plus idéales aussi possibles, et pour les services et pour les personnes, pour éviter d'avoir des hausses de tarification, par exemple. On a été à la manœuvre aussi lorsque les tarifs et les coûts du carburant ont augmenté, et on a essayé de pallier de façon temporaire à ces situations-là. On sait qu'on court contre un chronomètre qui est en route. On a conscience de la difficulté et du modèle économique. On l'a redit, on avait avec nous un sociologue hier après-midi, Bernard Mandulier, qui intervient sur ces questions-là à titre sociologique et aussi de son expérience de directeur de service à domicile, sur l'idée que le modèle tel qu'il est, les règles du jeu dans lesquelles tous les départements mettent en place cette aide à domicile ne peuvent pas répondre à l'objectif pourtant affiché depuis de nombreuses années par le national du virage domiciliaire. C'est-à-dire que, je le redis, je vais finir par... mais depuis 62, depuis le rapport Larocque, on nous dit les personnes veulent vivre à domicile, et on nous dit en même temps on y va, et en fait la réalité c'est qu'on est les champions d'Europe de l'établissement, de l'EHPAD et de l'entrée en établissement. Pour plein de raisons, et on se rend compte aujourd'hui que ce fameux virage domiciliaire dont on nous parle régulièrement et dont on éprouve toutes les difficultés à se comprendre comment il va pouvoir se mettre en place, il ne pourra pas se mettre en place tant qu'on n'aura pas réformé profondément l'APA
tant qu'on n'aura pas réformé profondément le nombre d'heures allouables et attribuables à chaque personne, parce qu'il leur faut des heures en plus par jour si on veut permettre un réel maintien à domicile digne de ce nom. Et c'est pas 2 milliards d'euros qu'il faudrait sur le national, c'est 12 milliards d'euros, nous disait Panarandier. Donc tant qu'on n'a pas cette capacité-là, on a regardé ce que ça pourrait représenter. L'effort financier pour le conseil départemental, il est inentendable aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des politiques publiques qu'il va falloir profondément réformer ou alors assumer qu'on n'est pas là-dedans. Mais l'envie du département, c'est vraiment d'aller sur ce virage domiciliaire. Et une fois qu'on s'est dit, la règle du jeu, elle n'est pas idéale, malgré tout, toute cette question de la qualité de vie au travail, peut-être malgré tout qu'on peut essayer de la travailler avec les règles du jeu tant qu'on n'aura pas réussi à les faire évoluer. C'est la seule réponse que je peux vous apporter. Après, une idée comme une autre, bien souvent, certains bénéficiaires sont hospitalisés et ne peuvent pas bénéficier de l'intégralité de leur plan d'aide. Pourquoi ne pas accepter de le reporter d'un mois sur l'autre? Tout simplement, ces quelques heures restantes, ça peut parfois, en sortie d'hospitalisation, être nécessaire et ça peut aussi pallier à un besoin supplémentaire ou un manque d'aide. Ça, c'est pas grand-chose, je pense, budgétairement. Je ne pense pas, moi, tant que ça reste sur l'année civile, et ça pourrait vraiment aider à être efficace. On prend note. Je vous avoue que sur la finesse de la suggestion, j'ai pas la visibilité sur la capacité technique, mais pourquoi pas, c'est intéressant. On prend note de ça. Maxence ? Pour compléter, même dans certaines situations, pour préparer les hospices en amont, quand on sait que la personne doit être hospitalisée en amont, pour travailler sur le bien-être, les angoisses qu'ils peuvent avoir par rapport à l'hospitalisation. Je suis tout à fait d'accord sur la pertinence de cette proposition. On note. On regardera ce qui est faisable. Très soutenant pour la personne, elle est encore très fragile, il faut avoir plus de veille que d'habitude, et en amont, pour préparer l'hospitalisation, ça éviterait beaucoup d'angoisse. Ok. Oui, on va regarder comment on peut mettre. Si on ne fait pas déjà un peu, et si on va voir. En tout cas, à voir. D'accord, très bien. Bon à savoir, très bien. On repasse sur la partie. Donc, des pistes de réflexion, effectivement. Alors, quand on parle de démarche qualité de vie au travail… Juste oui. Par rapport à votre intervention, je me permets de donner la parole à la salle. Oui, bien sûr, allez-y. Moi, j'avais juste un autre constat à faire. Alors, on oui. est pour assurer le maintien à domicile dans de bonnes conditions. La qualité de vie au travail, on essaye de faire notre maximum avec le personnel qu'on embauche. Le souci, c'est que on les met en difficulté, on s'en rend compte de plus en plus sur des situations complexes, voire très complexes à domicile, où au final, on n'a pas de solution. Parce que soit les personnes ont une tutrice, mais la tutrice ne peut pas prendre de décision d'entrer en EHPAD, ou c'est les enfants qui s'occupent de ces personnes-là, et les enfants ne veulent pas les mettre en EHPAD non plus pour des raisons financières. Et malheureusement, c'est des personnes que nous, on n'arrive plus à gérer à domicile parce que c'est trop lourd, parce qu'ils se mettent en danger, etc. Et en fait, on a les retours, moi en tant que responsable du coup d'équipe, que finalement on fait rien, qu'on les laisse en difficulté face aux difficultés, qu'on entend mais qu'on fait rien. Et ça, c'est de plus en plus compliqué en fait à gérer parce que les situations se multiplient. Oui. Et ce que vous disiez par rapport à des personnes qui arrivent, j'imagine que c'est d'autant plus difficile pour vous, enfin pour ces personnes-là, et puis pour vous ensuite de pouvoir les garder, hein, si elles font ce constat-là en arrivant. Mais oui, et sans doute que encore une fois, moi je regarde ça avec les lunettes département financeur et la question qu'évoquait Guillaume Daniel tout à l'heure sur la rémunération qualité, les 3 € qualité, c'est-à-dire que conscient aussi des difficultés des services à domicile, la CNSA notamment essaye de mettre en place et va mettre en place un système qui permettra, sans augmenter la tarification, de débloquer un complément de rémunération qui permettra peut-être d'arriver sur d'intégrer des surcoûts qui seraient liés à une prise en charge avec 2 personnes sur certains moments, en binôme on n'a pas encore complètement défini et c'est pas encore complètement défini sur les critères qui feraient ça, mais l'objectif de cette dotation qualité, elle est là, elle est d'arriver à avoir un accompagnement, un coup de pouce sur l'accompagnement lorsque c'est nécessaire.
avec toutes les limites de l'exercice de ce système. Je vous repasse la main. Merci. Et tout à fait sur des questions de soutenabilité du travail, le fait de pouvoir intervenir à certains moments en binôme, en intégrant une personne salariée d'expérience et puis une personne qui arrive. Alors au-delà de la difficulté je dirais de l'intervention, ça peut être un axe intéressant et important en matière justement de qualité de vie au travail. Alors sur le temps qui reste, peut-être juste 2 ou 3 éléments, hein, parce qu'effectivement, on est vraiment sur un premier niveau d'information là-dessus et on pourrait aller vraiment beaucoup plus loin avec beaucoup plus d'exemples concrets à aborder ensemble. En tous les cas, une démarche qualité de vie au travail, c'est quoi? Ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, la qualité de vie au travail et des conditions de travail, c'est vraiment quelque chose qui va se construire de manière très spécifique au sein de chaque structure. On peut pas dire on prend ce qui s'est fait au sein de telle structure, telle association et puis on le reproduit chez nous dans une autre parce que la culture de la structure, son historique, l'organisation de la structure, les relations avec les bénéficiaires et tout l'ensemble des autres interlocuteurs, partenaires, financeurs, etc. est différente. Et donc, du coup, la construction, elle se fait de manière très spécifique et elle se construit au sein de chaque structure en propre. On est sur une démarche qui articule à la fois la vision politique, entre guillemets, stratégique et vraiment l'ancrage dans la réalité du travail. Ça, c'est très important. C'est surtout développer des pratiques qui privilégient la qualité de vie au travail par le travail, hein, c'est-à-dire concrètement, effectivement, comment dans le travail, on peut essayer de travailler ensemble à déjà à mettre en évidence ce qui fonctionne bien et qu'il faut surtout pas faire bouger, surtout pas démonter, et puis aussi identifier des actions qui pourraient permettre peut-être d'améliorer les conditions de travail. On est vraiment sur un projet stratégique de structure, donc forcément, ça nécessite un peu de temps. Je sais que vous en avez très peu, mais en tous les cas, c'est un projet qu'on peut imaginer à déployer au fil du temps et qui peut apporter beaucoup par la suite, hein, même si effectivement, dans les conditions de réalisation, il faut dégager du temps pour les uns, les unes et les autres pour y travailler. Et puis, on a vraiment le dialogue social et professionnel comme une vraie colonne vertébrale de cette démarche. Alors ça, vu le temps qui nous reste, vous l'aurez dans le support, mais je ne vais pas aller trop plus loin. Ce que je vais peut-être plutôt vous dire, c'est que si vous souhaitez faire un autodiagnostic d'où vous en êtes en matière de qualité de vie au travail, ça peut être intéressant d'ailleurs de le faire si vous voulez, pouvez avec les salariés de la structure, c'est l'outil CapQVT, qui a été construit par l'ARACT, mais en lien avec notamment les partenaires sociaux sur cet outil qui s'appelle CapQVT. Donc, vous avez le lien, je vous invite à aller y faire un petit tour. Ça permet, en se basant sur les différentes pétales qu'on a vues tout à l'heure et sur la base d'affirmation, de se positionner sur où on en est, grosso modo, sur les 6 pétales de la marguerite qu'on a vues tout à l'heure. Si on poursuit, il existe aussi pour vous aider éventuellement des consultants et une plateforme qui s'appelle Réflexe QVT. Vous y trouverez également le lien ci-dessous. On a parlé de la semaine pour la qualité de vie au travail qui se déroule donc depuis 19 ans et qui aura lieu cette année du 20 au 24 juin 2022 avec des événements nationaux autour de la qualité de vie au travail, hein, des conférences, des webinaires, des manifestations un peu partout en France. Et puis en Bourgogne-Franche-Comté, et là pour ça je vais laisser la parole à Karine qui travaille justement dessus, une manifestation qui va être... On organise donc un ciné-débat sur Besançon le 23 juin prochain. Donc Besançon, ça fait un peu loin pour vous, mais bien évidemment, vous êtes conviés à cette organisation, à cette manifestation. Donc on va présenter le film de Stéphane Boulet, Un autre monde, et on va partir de ce film pour en fait mettre en place un débat avec 2 intervenantes, une intervenante de l'APEC et une universitaire sur sens au travail, contribuer à donner du sens au travail, un facteur d'attractivité, de fidélisation dont on a parlé tout à l'heure également, d'attractivité, de fidélisation. Donc on est également en fait dans cette logique-là. Voilà.
Pour avoir des éléments de manière globale sur cette semaine de la qualité de vie au travail au niveau national, vous aurez donc le lien semaine QVT de l'ANACT. Et puis, si vous souhaitez contacter l'ARACT pour échanger autour de ces questions de qualité de vie au travail, vous retrouverez nos coordonnées ou, bien sûr, vous pouvez aller consulter sinon les sites de l'ARACT et de l'ANACT. Voilà, il est 15h29. On a respecté le timing. Donc, nous sommes à votre écoute. Voilà, si vous avez des questions, des remarques suite à tout ça.